de nous rejoindre. Donc Annie d'Orange, du bureau d'études RCP. Et puis Colline du CRER. Donc Colline Garcia de la Torre. Je ne sais pas si on dit Torre ou Tor. Torre, très bien, parfait. Asseyez-vous, mesdames. Donc ça va être une table ronde 100% féminin. C'est bien dans ce monde du bâtiment très masculin si on regarde le public. Bonjour mesdames. Oui, prenez le micro, ce sera mieux, ça évitera l'échange. C'est allumé. Je crois qu'il est mieux. Oui, ça marche aussi. Tout à fait. Annie. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous présenter. Vous êtes toutes les deux vraiment en lien avec le public. Par contre, on va aborder deux approches très différentes. Donc, Colline, plus à travers un public qui vient, qui pousse la porte pour des rénovations. Et puis Annie, plus des personnes à qui on impose, entre guillemets, une rénovation et comment justement on peut leur donner la parole pour que ces rénovations se passent de la meilleure façon possible et qu'ils aient même leur mot à dire et comment ils peuvent interagir sur des projets de rénovation via des bailleurs sociaux, en l'occurrence sur les projets Rochelet, sur 3 bâtiments de La Rochelle. Donc on va en parler tout à l'heure. Colline, donc vous travaillez au CRER. Le CRER, c'est une association qui est basée à la crèche dans le 79. Donc il y a à peu près 14 salariés, je crois. Vous êtes la rochelaise de l'équipe. Et donc vous accompagnez les collectivités, le public, privé, public, pour les aider dans leurs projets de rénovation. En l'occurrence, vous accompagnez la plateforme rochelaise de rénovation énergétique. Et je crois que vous avez pas mal de travail. Comment ça se passe ? Au jour le jour, vous voulez dire ? Depuis qu'elle est mise en place, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Quand est-ce qu'elle a été inaugurée ? Il y a 6 mois ? Alors, elle a été inaugurée, le local a été inauguré en juin, mais on a commencé vraiment à lancer la plateforme à peu près en mars. Donc, c'est monté crescendo. Là, je ne cache pas que ces 2 derniers mois sont assez costauds en termes de charge de travail, mais oui, ça se passe très bien. En gros, au jour le jour, on reçoit le public en rendez-vous, soit téléphonique, soit en présentiel. Ils peuvent aussi nous appeler. Donc, on a toujours un numéro donc, du coup, qui est renvoyé au niveau du CRER, mais derrière, on a des conseillers. Dans mon équipe, on est une équipe de 4-5 personnes qui sommes disponibles pour répondre aux questions ou prendre des rendez-vous. Et donc on a ces rendez-vous-là, on fait un premier point, alors ça peut être très court, on peut avoir des questions qui prennent 5-10 minutes, les gens veulent juste savoir quelles aides financières ils peuvent demander, et ils ne veulent pas forcément aller beaucoup plus loin des fois, et parfois ça peut être plus long, on peut faire des points de 30 minutes, 1 heure, et éventuellement s'il y a besoin, on peut aussi aller faire des visites chez les gens quand on est dans des conditions justement de rénovation globale et performante, on va chez eux pour faire des études thermiques et voir si des performances intéressantes peuvent être atteintes. Voilà, en gros, ce que je fais. D'accord. Alors, vous aviez prévu un petit support, on peut le passer ou pas, comme vous le souhaitez. On peut. En gros, c'était pour illustrer le sujet donc, qui est les enjeux sur le terrain et les leviers de motivation des usagers dans le cadre de la rénovation énergétique de leur logement. Du coup, on a réfléchi un petit peu avec des collègues à ce que ça voulait dire et quel levier de motivation on pouvait avoir. Du coup, vous pouvez passer la slide. Je ne sais pas qui. Elle est là, c'est Wendy. Wendy. J'ai une télécommande. Ah oui, c'est vrai, il y a une télécommande avec un bouton vert, un bouton rouge. Vert pour avancer, rouge pour reculer. Très clair. Du coup, on a identifié quelques leviers de motivation pour faire des travaux. Alors, il y a plusieurs dimensions. La première, ça va être les côtés économiques. Donc, on a des personnes qui viennent, surtout en ce moment, pour parler facture énergétique. Voilà, que ce soit en termes d'électricité ou de gaz. C'est la première approche. Voilà, ils veulent savoir comment faire pour réduire leurs factures.
On a aussi certains qui viennent parce que en ce moment il y a des aides, ils savent qu'il y a des aides financières intéressantes, donc du coup ils en profitent, ils se disent c'est peut-être le moment de réfléchir à ce qui peut être fait. Autre aspect, ça va être tout ce qui est confort. Donc là, on a un petit peu de tout. Il fait trop froid, il fait trop chaud, j'ai de l'humidité dans ma maison, ça crée des désagréments, ou juste ils sentent qu'il fait humide. On en a qui viennent pour des aspects écologiques. Ils souhaitent utiliser de l'énergie renouvelable ou bien utiliser des matériaux biosourcés, donc d'origine végétale ou animale. Donc ou bien réduire l'impact carbone de leur maison. Pardon. Ensuite, on a un aspect projet de vie. Donc, on a des personnes qui viennent parce qu'ils viennent d'acheter une maison. Donc, c'est l'aubaine. On vient pour rénover. C'est plus facile de rénover quand on n'habite pas encore la maison. Ou bien, on a une famille qui s'agrandit. Donc, il faut agrandir. Donc, faire une extension. Donc, en profiter pour rénover toute la maison ou bien aménager un garage ou autre. Également, on le voit un peu moins, mais il y en a certains. Ça peut être aussi un autre aspect de motivation, c'est améliorer leur bien immobilier. Donc voilà, faire prendre de la valeur au logement. Donc le DPE a peut-être Oui, est peut-être un vrai levier. c'est ça. Souvent, c'est lié à le côté économique. En fait, ils viennent d'acheter une maison, ils voient qu'ils sont en F ou G, ils se disent oula, je ne consomme pas encore, mais je vais consommer. Donc effectivement, le DPE. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, pour réduire ses charges énergétiques, mais il y a aussi, effectivement, dans le cadre de la revente éventuelle, se dire, voilà, mon bien aura plus de valeur à la revente. C'est ça. Après, je ne vous cache pas qu'à La Rochelle, ça va se vendre. Oui, c'est clair. Donc, j'en ai pas qui viennent pour vendre et améliorer. Et ça, j'ai jamais vu encore. Et alors, dans le 79, je dis pas que le marché est moins tendu, mais peut-être un peu moins quand même que sur La Rochelle. Est-ce que c'est les mêmes arguments ou... Ça peut. Je pense que ça. Moi, à titre personnel, j'en ai pas trop vu. On a plus un public qui est plus modeste et donc qui vient pas forcément pour la revente. Vraiment, souvent c'est juste pour le confort et réduire les factures. Je pense que c'est quelque chose en plus, mais c'est jamais la première raison pour vendre. Voilà. C'est juste à titre personnel, ce ressenti-là. Et le dernier point, c'est le cadre juridique. Alors ce point-là, les gens ne viennent pas forcément parce qu'ils ont compris, c'est-à-dire que souvent ils n'ont pas très bien compris la réglementation, mais ils viennent un peu en panique en se disant bon bah ça y est, c'est fini, je dois changer ma chaudière. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, au moins ça permet de commencer à en parler. Ou bien les bailleurs qui sentent venir le vent tourner sur leur passoire énergétique qui pourront plus louer. Donc on reclarifie un petit peu la réglementation qui arrive, et puis après on parle des solutions possibles. Donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça c'est côté motivation, toutes les motivations qu'on a identifiées. Ça, mon PowerPoint n'est pas bien sorti en PDF. C'est pas grave. Fais attention. Du coup, les leviers qu'on a identifiés, les aides financières, c'est lié un petit peu à ce que j'ai dit précédemment. Qu'elles soient nationales ou locales, on se rend compte que voilà, les gens viennent pour ça, ou ils ont envie de savoir ce à quoi ils ont droit, comment ça se passe, comment ils peuvent être éligibles. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont droit à rien. Bon, en général, ils ont toujours droit à quelque chose. Après, c'est pas forcément à hauteur de leur espérance, mais voilà, c'est le message qu'on donne à chaque fois. Donc, est-ce qu'il y a de la perte en ligne entre le moment où les gens poussent la porte, on leur explique les aides, et vous diriez que entre le nombre de personnes qui passent la porte et le nombre de personnes qui font des travaux, est-ce qu'il y a de la perte en ligne liée peut-être justement à cette grosse machine que sont les aides financières, monter les dossiers, même si la plateforme a pour objectif quand même d'aider les ménages, mais on sait aussi qu'on n'a pas les aides immédiatement. Comment on fait pour financer? C'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a une grosse perte en ligne, vous diriez? Alors, je sais que c'est clair qu'en termes administratifs, c'est lourd. Donc en fait, on a
potentiellement, je ne sais pas si votre question c'est est-ce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à demander les aides mais faire quand même les travaux, ou bien juste ils ne vont pas au bout des travaux, ils ne font pas les travaux parce qu'ils n'arrivent pas à demander les aides. Bah, disons qu'il y a plusieurs cas de figure, mais effectivement, d'une part, ça peut rebuter effectivement, tout cet administratif, même si on sait bien que les plateformes sont là pour aider. Mais d'une part ça, d'autre part sur le fait que les aides, on ne les touche pas tout de suite aussi. Alors, il faut savoir que les très modestes ont droit à une avance, notamment sur la compte. Il y a des programmes un peu spéciaux qui sont plus avantageux. C'est que les très modestes. Oui, c'est ça. Donc, oui, des fois, c'est clair que... Oui, j'ai des personnes qui, en fait, à la fin, comprennent déjà qu'ils n'auront pas forcément autant d'aides qu'ils pensaient, qu'ils vont devoir avancer les frais, qu'ils n'auront pas forcément droit à l'éco-prêt, même si... parce qu'en fait, ils ne peuvent pas s'endetter, puisque techniquement, tout le monde y a le droit, mais il y a quand même des conditions. Et du coup, oui, qui repartent en disant oui, merci pour l'info. Petit appel à l'État, l'ADEME, je ne sais pas, hein, qui sont les personnes qui peuvent faire en sorte que voilà, il y a quand même un souci. C'est effectivement ce problème entre ce à quoi on a droit et ce à quoi on peut. Comment on peut faire sortir cette somme. On est obligé de faire les travaux et voilà. Donc ça, c'est quand même un frein qui a été identifié clairement, je pense. Oui, c'est clair qu'on le voit. Après, des fois, là où l'autre point que je disais, c'était il y en a qui n'ont pas le choix de faire les travaux ou qui sont dans l'urgence et en fait, de ce fait, ils n'arrivent pas à demander à temps les aides. Donc là-dessus, au moins les travaux sont faits, mais peut-être pas aussi bien qu'ils auraient pu être faits, qu'ils n'ont pas fait les bons choix, qu'ils n'ont pas fait de rénovation globale et performante alors que c'était possible, ou ils auraient pu passer par un programme plus ambitieux, plus adapté, parce qu'ils font dans l'urgence ou qu'ils n'ont pas été assez bien orientés. Donc effectivement, les plateformes sont là pour répondre à ce besoin, mais il y a encore des loupés, puisqu'on a encore plein de gens qui viennent et ils ont déjà fait les travaux, ou ils viennent trop tard, ou ils ont fait les travaux les plus intéressants, notamment l'isolation des combles, en profitant de l'isolation à 1 euro, mais ils auraient pu avoir plus d'aide sur leurs fenêtres, par exemple, s'ils avaient gardé ça. Voilà. Il y a plein de cas, mais on est là pour essayer de les orienter, en tout cas. Du coup, donc c'est ce que je disais, sur la rénovation globale et performante, ça peut être intéressant de pousser les gens, au lieu de faire du poste par poste, à passer sur de la rénovation globale. C'est lié aux aides financières qui sont souvent d'ailleurs plus intéressantes quand on fait du global que quand on fait du poste par poste. Et donc c'est lié à l'étape d'après qui est l'accompagnement avec le bon interlocuteur et la sécurisation du projet. Donc ça peut être un conseiller dans une plateforme, ça peut être aussi un maître d'œuvre, un assistant à maîtrise d'ouvrage qui peut orienter et permettre d'être là tout au long du projet pour être sûr que tout se passe bien, tout est fait dans les règles de l'art, tout est fait dans le bon ordre, on va dire. Donc c'est aussi un levier important de proposer un accompagnement et potentiellement gratuit aux particuliers. Et comment on peut faire accepter l'idée que ça va être des travaux beaucoup plus importants, qu'on est ensuite occupé par définition. Comment on arrive à justement, quelqu'un pousser la porte pour juste changer des menuiseries ou isoler ses combles, et là vous lui proposez d'un seul coup un bouquet global. On sait très bien que c'est l'objectif, c'est d'arriver à une rénovation beaucoup plus importante, mais comment on arrive à faire en sorte que oui, vous allez avoir peut-être un inconfort pendant les travaux. Quels sont vos arguments ? On utilise tout ce qui est possible d'utiliser. Après, en fonction de la réaction, on voit vers où il faut, plus appuyer. Mais en gros, on parle de ce que j'ai dit avant. En fait, on parle confort, on parle un peu écologie. Je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément vers là qu'on appuie le plus, hein, mais plus confort et impact économique. Parce que ça ne marche pas ? Ouais, souvent, c'est pas... Si, il y en a qui ça marche bien, mais souvent, c'est plus l'aspect économique, valeur aussi du logement, on peut appuyer là-dessus, confort, parce que souvent, c'est jamais parfait dans une maison, et on se rend compte qu'il y a des endroits où il fait toujours un peu trop chaud, ou d'autres qui chauffent pas très bien, donc...
voilà, je dirais qu'on appuie plus sur le côté économique, confort, puis après on donne l'aspect aussi écologique, puis c'est plus dans les choix de chauffage, de matériaux biosourcés. Donc, et à ça, on peut, en particulier à La Rochelle, on peut le lier aux aides financières qui sont parfois plus intéressantes quand on va vers du biosourcé ou des énergies renouvelables, par exemple. Et est-ce que, vous parlez de rénovation embarquée, est-ce que vous les faites rêver en disant peut-être que vous pouvez en profiter pour, vous aviez un projet d'améliorer votre cuisine, je ne sais pas, ça peut être l'occasion d'isoler. Est-ce qu'il y a ces discussions-là aussi sur le côté un petit peu voilà, autre de la rénovation, ce qui peut être plus séduisant que effectivement juste changer ces menuiseries ou, On peut, ça marche pas mal pour tout ce qui est isolation des murs. Quand on fait une isolation par l'extérieur ou même par l'intérieur, ça permet de profiter pour faire un ravalement ou refaire les peintures. Ça marche bien pour ça, pour les menuiseries aussi qui seront un peu plus de meilleure qualité, un peu plus design ou autre. Le poil aussi, qui est parfois un côté esthétique. On va un peu, mais bon, là, il y a un peu tous les goûts et les couleurs, donc parfois, faut pas trop aller dans ce coin-là parce que des fois, je pense que c'est le bon argument et je me rends compte qu'ils détestent les poils. Du coup, voilà, j'essaie de pas aller trop franchement. Je vois un peu ce qui marche et après, on s'adapte quasiment à chaque fois. Et du coup, un autre levier qui peut fonctionner, c'est un exemple de rénovation réussie. Donc que ce soit un voisin, un proche. Là, avec la plateforme de La Rochelle, on organise une visite chez des particuliers qui ont bénéficié des aides de l'agglo et d'aides nationales pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une maison en chantier, une maison performante, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fallu faire. Voilà. Ça permet d'échanger entre particuliers directement, des personnes qui vont faire les travaux, d'autres qui les ont faites. Donc ça peut être aussi un levier intéressant. Voilà, je vais peut-être passer. L'autre point, qui non plus n'est pas passé très bien non plus, c'était juste un petit focus sur les plateformes de rénovation énergétique. On en a un petit peu parlé aussi, qui sont en gros qui est l'objectif premier de ces plateformes, donc qui existent partout en France. On a une à La Rochelle, donc pour l'agglomération de La Rochelle, mais comme on vous le disait, on est aussi par exemple dans les Deux-Sèvres et dans d'autres communautés de communes du 17 que sont l'île de Ré, Cœur de Saintonge, Val de Saintonge. Et l'idée, c'est de proposer un service performant et dimensionné pour répondre à la demande du public. Ce sont des plateformes qui s'adressent à presque tous en fait, donc les particuliers, qu'ils soient occupants, bailleurs, le petit tertiaire, les copropriétés. Pour trouver la plateforme il y a un site internet qui s'appelle faire.fr, je suppose que ça va changer de nom assez prochainement, mais sur lequel on peut trouver les coordonnées de sa plateforme et trouver un conseiller. Le conseiller, donc là, c'est pour tous les conseillers en général, donc ce sont des conseillers qui ont un bagage technique assez important. Au niveau du CRER, on a plutôt une formation généraliste à la base et qui est plus approfondie ensuite dans la rénovation énergétique. Ce qui est important, je pense, chez les conseillers, c'est d'être capable de vulgariser et de sensibiliser et aussi de faire preuve de pédagogie avec les particuliers et tous les interlocuteurs qu'on peut avoir. Et un point fort qu'on a au niveau du CRER, c'est qu'on a aussi un soutien d'experts en énergie renouvelable, puisqu'on a plusieurs pôles dans l'équipe qui permettent de rediriger ou de s'appuyer sur eux quand on a des questions un peu pointues, puisqu'on ne peut pas tout savoir. Et donc c'est très, très intéressant. Et un autre point important sur les plateformes, ce qui rassure aussi beaucoup les particuliers, c'est le suivi d'un seul conseiller par dossier. Donc que ce soit du premier appel, la première fois jusqu'au moment où on visite chez eux et on les accompagne pour les devis. Donc c'est intéressant, ça sécurise un peu leur projet. Donc voilà, sur le côté plateforme. Un autre point qui est intéressant via ces plateformes, mais je pense je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça va être abordé cet après-midi, c'est de créer le lien avec les entreprises du bâtiment. Et l'autre point, c'est l'engagement des collectivités. Ça, on le voit comme on a vraiment différents territoires.
C'est important d'avoir un engagement politique et dans le temps, parce qu'on a des projets qui, par définition, sont des projets, donc ils prennent du temps, c'est pas tout de suite, ils prennent du temps à être réalisés, donc que ce soit quand on sème la graine au départ pour leur dire ce qui peut être intéressant à réaliser ou non, et au moment où ils font les demandes d'aide, ils touchent vraiment les aides, donc c'est important d'avoir un engagement sur le long terme. Et aussi une communication pour que les gens sachent que ces plateformes existent et viennent nous voir. Et voilà. Donc, c'est encore mieux quand il y a un local, mais c'est pas toujours le cas. Après, de toute façon, on propose toujours des permanences pour venir à la rencontre des personnes. Quels sont les objectifs de la plateforme? Je crois que c'est 2000 rénovations par an, c'est ça? Peut-être qu'Alexandre pourra nous le dire peut-être plus cet après-midi. C'est une question piège. Je vais dire des bêtises. Je crois que je vais dire des bêtises. C'est ça, hein, Alexandre? C'est 2000 ? Oui. Bon, ok, c'est 2000. Donc, c'est des objectifs qui sont assez forts. On reviendra peut-être après sur les freins qu'on a identifiés. Je voulais passer la parole à Annie. Parce que là, on est vraiment sur un acte volontaire, quelqu'un qui pousse la porte de la plateforme, qui a été peut-être informé par des publicités, etc. Là, il y a d'autres publics qui vont être des acteurs de la rénovation, mais qui n'ont pas forcément choisi cette rénovation. C'est le cas des locataires chez les bailleurs sociaux. Et on sait très bien que les rénovations peuvent être très performantes sur le papier, écrit par les bureaux d'études, on va arriver à tant de performances, mais que finalement, si les usagers ne s'approprient pas les bonnes pratiques, les bons usages, peuvent être finalement aussi, eux, des freins, et puis ne pas apprécier finalement l'intérêt de ces rénovations qui leur sont proposées. Et puis peut-être aussi qu'ils ont vraiment leur mot à dire, hein, parce que c'est eux qui connaissent les bâtiments et qui sont capables de dire voilà ce qui est pour moi un bâtiment confortable, voilà comment je vis ce bâtiment. Et donc c'est un petit peu le rôle que vous avez de comprendre un petit peu ces usagers à travers le bureau d'études RCP. Et on va parler d'un projet Rochelet, rue Pellarea, qui est un appel à manifestation d'intérêt avec l'ADEME, qui remonte à plus de 10 ans maintenant, quasiment, hein, et qui a permis de rénover de façon très exemplaire 3 bâtiments de l'office HLM de La Rochelle, donc un sur Mireuil, un sur Portneuf et puis un sur Villeneuve. Et vous êtes vraiment venus pour accompagner ces 3 rénovations dès l'amont pour travailler avec les usagers, avec ces locataires, et essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes et comment on peut justement faire des rénovations qui vont peut-être finalement être beaucoup plus efficaces grâce à la parole de l'usager. C'est ça, Annie? J'ai bien... C'est un excellent résumé. Je vous en remercie beaucoup. Peut-être je vais commencer par me présenter pour que vous compreniez aussi la démarche qu'on a pu un peu plus proche. Vous m'entendez mieux? Bonjour à tous. Hein. Moi, je suis Annie Dorange. Je fais partie de l'agence RCP Design Global et qui est pionnière en design sensoriel. Alors, c'est quoi le design sensoriel? En fait, c'est une approche qui intègre les sensations, la perception et l'émotion dans la conception. Et sur ce projet rue Pellarea, on a appliqué ce savoir-faire pour accompagner le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et également le projet de recherche mené par Tipeee. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter... Vous avez la zapette, normalement, qui vous permet de... Alors, très succinctement, hein, bien sûr, parce que c'est quand même... c'était il y a 10 ans déjà, et ça vient à peine de se terminer. Donc... c'est une synthèse. Donc, comme vous le disiez, ce projet concerne trois bâtiments qui ont été choisis selon 3 typologies de fabrication de bâtiments, dans le sens où le Lursa est des années 90, VLS 500 des années 70, et puis Portneuf 6 des années 50. Et ça a concerné, quand on additionne tous les logements, les habitants de 305 logements. Donc, quand même une réhabilitation énergétique assez importante.
Donc, l'approche qu'on a eue tout au long du projet, c'est de s'immerger complètement sur le terrain à travers des enquêtes in situ, d'analyser le résultat de ces enquêtes et surtout de hiérarchiser en fait soit les besoins et les attentes des locataires, soit les éléments liés à la communication. Ensuite, notre savoir-faire, c'est aussi de retranscrire ces éléments hiérarchisés en recommandations vers les maîtres d'œuvre, vers les maîtres d'ouvrage, et aussi que notre travail soit une forme de médiation pour que tous les interlocuteurs du projet se comprennent mieux et échangent d'une façon beaucoup plus facile et fluide. Voilà, en super résumé, comment on travaille. Concrètement, avant les travaux, comment ça s'est passé ? Alors, comme je vous l'ai dit, on procédé à une enquête in situ. La première chose, ça a été de définir une liste de critères pour définir un panel de locataires avec lesquels on allait échanger. Parce qu'évidemment, la perception qu'on a de son espace est différente si on se situe au nord, au sud, si on est toute la journée dans son appartement ou si on est plus actif et qu'on y vient plus ponctuellement, entre guillemets, si on est une famille, si on est plus âgé, au contraire beaucoup plus jeune. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le listing, mais du coup, on a défini certaines géolocalisations et typologies de locataires. Et puis, on est allé dans leurs appartements et on a échangé d'une façon assez pointue et profonde sur leur perception des différents conforts, que ce soit thermique, acoustique, lumineux, sanitaire, fonctionnel, mais aussi sécuritaire. Donc, une façon très, très globale et de la perception du confort à l'intérieur de leurs appartements. Oh, pardon. Les résultats en super synthétique, ça a été d'identifier les attentes prioritaires de ces locataires. Donc, je vais les balayer rapidement, mais première chose, c'est que, par exemple, dans le LOSA, il y avait beaucoup de courants d'air liés aux menuiseries qui étaient un petit peu anciennes, donc avec un objectif d'abord d'améliorer l'isolation thermique et aussi acoustique de fait par le changement des fenêtres, de rendre accessible la douche, parce qu'ils avaient encore, par exemple, sur le LOSA, des baignoires sabots qui sont un petit peu hors d'âge par rapport à nos systèmes, nos principes d'usage plus quotidien de douche maintenant. Bon, je ne vais pas vous lister toutes les priorités, mais c'était de cette nature-là. Rien de fou, ni d'extravagant de la part des locataires. Oui, pardon. Non, justement, je réagis sur améliorer l'usage de la cuisine, réaménager l'espace. Voilà, on voit bien qu'on a des motivations de confort, mais aussi d'esthétique. Et ça, c'est important aussi, je pense, à prendre en compte. Si on peut motiver la rénovation en mixant à la fois ces envies. Parce que ça faisait partie aussi de la politique plus globale de l'OPH, d'améliorer aussi l'habitat. Mais finalement, c'est ce qui a été un bon facteur de motivation, parce que quand on voit les résultats avant-après, finalement, on ne voit pas qu'il y a un plus gros isolant dans les murs, ou que, voilà, mais on voit la cuisine rouge qui a changé. Et finalement, c'est ce qui fait un peu la fierté et le plaisir des locataires. Donc, c'est ce qu'ils en perçoivent. C'est ce qu'ils en perçoivent. C'est ce qui s'est passé dans les résultats d'après-travaux. Pour illustrer d'une façon un petit peu concrète aussi, au-delà de cette hiérarchisation des priorités, comment on a travaillé, dans le sens où il y a bien sûr le programme architectural, des premières esquisses de la part du maître d'œuvre, mais de comprendre et d'identifier ces attentes nous a permis aussi d'échanger avec le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre et de recaler en partie leur projet au regard de ces attentes. Là, j'ai pris l'exemple des ascenseurs, mais je vais vous passer tout ce qu'on a pu faire ensemble. Mais le programme initial prévoyait bien de remettre aux normes ces ascenseurs qui étaient vétustes, et avait prévu de les remettre aux normes et de rénover les cabines.
Or, il s'avère que ces ascenseurs ne desservent qu'un palier sur 2 et que quand on a échangé avec les locataires, évidemment, vous le comprenez bien, c'est source d'inconfort que chacun des paliers soit pas distribué. Et de donc, jalousie peut-être un petit peu aussi. je vais synthétiser. Et donc, prendre conscience de cette demande des locataires a permis à l'OPH de chercher des solutions et d'en trouver une, notamment sur le dégrèvement de la taxe sur le fonds bâti, qui a permis de subventionner ces travaux complémentaires au regard des attentes des locataires. Un autre exemple qui concerne plus les maîtres d'œuvre cette fois-ci, c'est que dans leurs premières esquisses, ils avaient imaginé enlever des balcons dans le cadre de cette réhabilitation énergétique. Or, en interrogeant des balcons côté nord, en se disant, voilà, ils servent pas à grand-chose mais aussi dans leur tête. Oui, aussi côté sud d'ailleurs. Or, les locataires étaient attachés à cette surface complémentaire et ce rapport à l'extérieur. Donc, au final, les maîtres d'œuvre ont conservé les balcons et ont aussi intégré le fait qu'on avait identifié que côté sud, finalement, ils y étaient attachés, mais c'était complètement sous-exploité parce que finalement, ils avaient trop chaud en plein été. Donc, le projet a intégré finalement des brise-soleil, des brise-vue qui ont rendu plus intime, mais aussi la cohabitation interlocataire plus facile et augmenté aussi l'usage et le confort d'usage de ces balcons côté sud. Voilà, c'est petits exemples pour illustrer comment ce travail fait que on intègre aussi les attentes des locataires et comment ça sert aussi à donner des éléments beaucoup plus concrets de la vie de tous les jours aux maîtres d'œuvre qui, eux, après, trouvent des solutions. Alors, pendant les travaux, il y a eu un très, très gros travail de la part de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre pour faire informer au quotidien, enfin au quotidien, non, j'exagère, mais au fur et à mesure du développement des travaux, d'une façon très transparente et très dans la continuité, les locataires de ce qui allait se passer, de ce qui se passait, à travers aussi donc de l'information, mais aussi des concertations. Je rappelle que justement l'objectif un petit peu de ce projet Rue Piolarea, c'est la reproductibilité. Alors on peut se dire oui pour d'autres bâtiments collectifs, mais effectivement ça peut quelque chose qui peut alimenter aussi même une plateforme de rénovation en se disant tiens effectivement est-ce qu'il serait pas intéressant d'avoir une charte pendant les travaux où le professionnel aussi s'engage avec le propriétaire. Peut-être qu'il y a une piste à creuser, puisque on sait très bien que c'est un frein aussi, de se dire non, j'ai pas envie de prendre 6 mois de travaux. Voilà. Donc c'est peut-être une piste à creuser. En tout cas, j'ai choisi de ressortir un de ces outils qui ont été utilisés pendant ces phases de travaux. Parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est évident pour moi que ces travaux sont réalisés en site occupé, c'est-à-dire que les locataires n'ont pas été loués un autre appartement que le leur pendant tous ces travaux. Donc, ils ont vécu ça. On a assisté à quand même pas beaucoup de résilience. Il y avait combien de logements au total, vous vous souvenez, c'est 305 logements qui ont été concernés par cette réhabilitation au total, sur les 3 bâtiments. Et j'ai choisi cet outil qu'on a développé avec l'OPH de La Rochelle et l'équipe Tipeee, qui en fait pour moi symbolise aussi ce travail de communication, mais aussi d'engagement réciproque dans le sens où bien sûr le maître d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre expliquent à travers ce document qui fait quoi et comment ça va se passer, mais aussi qui fixe à la fois les règles, mais aussi qui matérialise les engagements de chacun. Donc à la fois maître d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, mais également les locataires et les entreprises, mais également les locataires eux-mêmes, les gardiens et les ouvriers des entreprises, où chacun s'engage à la fois à respecter ces règles dans les deux sens, c'est-à-dire le locataire a bien laissé ses clés, à ranger ses meubles, les pousser, et les entreprises à passer un petit coup de balai avant de partir. Bon, je schématise. Mais ça a été très très important et le rôle du gardien a été très très important aussi dans ce projet. Très efficace au final cette logique d'être acteur aussi que tout se passe bien. Voilà.
Bon, après, c'est aussi des travaux, hein. Il y a bien sûr des petits couacs. C'est pas le monde idéal que je décris, mais vraiment, ça participe à ce que tout ça, ça se passe mieux. Après travaux, eh bien, nous sommes retournés, alors dans un premier temps sur le Lussa, parce que c'était un énorme chantier, et sur les premiers appartements qui étaient déjà rénovés, pour pouvoir aussi recueillir un retour d'expérience de comment se passaient les travaux, pour aider pour la suite du chantier à alimenter et peut-être à recadrer certains éléments. Et ensuite, on est allé analyser l'ensemble des 3 bâtiments pour aller avoir voilà, une évaluation de satisfaction par rapport à ces travaux qui ont été réalisés, d'évaluer finalement le confort après les travaux dans les appartements pour confronter ce qu'on avait pu identifier avant et faire le avant et le après, mais aussi analyser les évolutions des usages liés aux nouveaux équipements qu'on a fournis dans ces bâtiments. Je pense aux robinets thermostatiques des nouveaux radiateurs, aux volets roulants aussi. Oui, parce qu'il n'y avait pas de robinet thermostatique. Donc ça veut dire que s'il faisait froid, il faisait chaud, ils n'avaient rien à gérer. Exactement. Et là, il y a vraiment une appropriation du coup de la température par l'usager. Donc ça, c'est vrai que c'était important de les sensibiliser là-dessus. Donc ce travail nous a permis d'avoir un retour très positif sur le résultat de tout ce travail et de tous ces travaux. Mais ça nous a permis aussi d'identifier encore des choses à améliorer en termes d'usage. Je pense notamment à tout ce qui est justement usage de ce robinet thermostatique qui était assez incompris par les locataires. La petite lune, le petit soleil, tout ça, c'est vraiment clair pour personne au final. Ouais, je crois que même, je sais pas, ça vous parle ça le soleil et la lune, c'est clair. Et aussi l'usage de comment aérer son appartement. On a assisté un petit peu à tous les cas de figure possibles. Donc ça nous a amené aussi à développer une campagne de sensibilisation d'après travaux en fait. Où on n'a pas que focalisé sur ces points-là, on les a remis dans une globalité. Donc on a imaginé des éléments de coaching individuel et puis aussi un kit de sensibilisation. Et puis il y a eu des opérations menées par l'équipe Tipeee en pied d'immeuble. Moi, je veux bien un petit focus sur le coaching. Là. Ça consistait en quoi ? Alors, c'est les équipes de Tipeee qui les ont réalisées, mais l'idée, c'était d'identifier un petit peu la personnalité. Enfin, c'était individuel, on prenait rendez-vous, enfin, il y avait tout un protocole autour. Et l'idée, c'était d'identifier un petit peu vers quel élément voulait aller le locataire, si c'était plus... des thématiques sur la lumière ou la gestion de l'électricité ou la qualité de l'air. Et puis ensuite, on leur donnait des petits challenges à relever avec un tableau d'éléments à faire. Et puis après, on voyait si on se reprenait rendez-vous et on voyait s'ils avaient réussi à atteindre le challenge qu'ils se fixaient eux-mêmes en fait. Et au niveau du public, est-ce que vous avez eu tous les âges, tous les profils, Est-ce que vous diriez qu'il y a une certaine population qui est intéressée par le sujet ou finalement ça touche tout le monde ? Est-ce que tout le monde s'est senti concerné ? Je pense que ça touche plus tout le monde que des catégories particulières. Il n'y a pas une catégorie qui est plus ou moins réfractaire ou qui se dit après moi le déluge ? Non, ce n'est pas des catégories, c'est plus des logiques de personnalité et interindividuelles que des éléments qu'on peut généraliser comme ça. En tout cas, on a eu quand même, à travers cette démarche, vraiment des gens assez incroyables et assez ouverts à tout ça. Moi, j'étais moi-même surprise qu'ils nous ouvrent leurs portes et aussi souvent, aussi, d'une façon très, très volontaire. C'est un petit peu, pour moi, les éléments à ressortir, c'est que ce travail d'écoute, de prise en compte de leurs remarques et puis de participation fait que, pour moi, les locataires se sont appropriés le projet. Et ces éléments d'appropriation font que, du coup, le locataire est plutôt en mode actif
Et du coup, tout se passe d'une façon un peu plus fluide et facile que ça ne pourrait l'être autrement. Ensuite, ce qu'on a identifié aussi, c'est que pour eux, en tout cas pour ce public-là, parler du confort et de la qualité de vie que peut apporter ces travaux leur parle plus que tout ce qui est économie d'énergie ou changement climatique, même si ça, c'est des choses qui les touchent pour autant. Mais l'axe du confort est plus pertinent parce que je pense que pour eux, c'est beaucoup plus concret. Et du coup, c'est beaucoup plus perceptible et du coup, ils sont beaucoup plus partants pour poursuivre aussi et mettre en place des éléments liés aux économies d'énergie. Voilà. On voit bien que c'est une porte d'entrée, de toute façon. Effectivement, Quand il faut rendre sexy la rénovation. Je pense oui, que c'est après, vraiment le... c'est vraiment ces aspects concrets aussi, dans le sens où quand on a fait les études après les travaux, on a aussi cherché à savoir quels étaient les éléments de communication qui pourraient les toucher plus. Et on a compris que c'était plus en demande d'éléments de trucs et astuces et de choses très pratiques à appliquer plutôt que Alors, il y a quoi dans ce kit ? des documents écrits de plusieurs pages. Voilà. Il y a quoi dans le kit ? Alors là, on voit sur la photo, c'est qu'un extrait, parce qu'il y avait aussi une rallonge électrique sur laquelle on peut éteindre tous les équipements d'un seul coup. Mais donc, il y avait un petit thermomètre, un petit sablier pour essayer de prendre sa douche en moins de 3 minutes. Un petit élément accroché sur son radiateur pour justement comprendre le fonctionnement de la Lune et du Soleil. Et puis, quelle était Lune et Soleil, ce que ça voulait dire, que quand on part en vacances, c'est cool de se mettre au minimum sur ce robinet thermostatique, par exemple. Et puis, on avait travaillé un petit dépliant avec un petit côté vintage pour faire un petit peu de carte postale. Et puis derrière, des trucs et astuces comme nettoyer régulièrement l'arrière de son frigo pour qu'il consomme moins, le dégivrer. Bon, ça, c'est des petits exemples. Oui, mais on voit bien que les petites rivières font les grands fleuves. Et clairement, effectivement, on peut mettre des millions sur une rénovation, mais si l'usager ne s'approprie pas ces travaux, ça peut être complètement contre-productif. Et effectivement, ça a été un travail très important. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ce projet, à le retrouver. Il y a un site qui s'appelle Rupella Rea. Cécile, je ne sais pas si tu es là, c'est rupella-rea.com, c'est ça ? Et voilà, où on va retrouver un petit peu tous ces éléments. Pour parler justement des freins, pour revenir à ça, je me disais qu'il y avait un public qui était un petit peu compliqué à toucher, ce sont les copropriétés. Comment ça marche, ça, que vous y arrivez Alors, on n'a pas tant que ça pour l'instant. Les copropriétés. En fait, il y a souvent beaucoup de choses à faire dans les copropriétés, mais c'est très long dans le temps. Tout doit être passé en AG, même, et souvent, pour faire des travaux ambitieux et déclencher des aides à la rénovation intéressante, il faut qu'il y ait un audit. Donc il faut voter l'audit, faire l'audit, après l'audit proposer des travaux qui soient votés. Et les dispositifs qui ont été mis en place avec MaPrimeRénov' copropriété sont très intéressants financièrement, mais en fait c'est très très lourd administrativement et ça doit être très très ambitieux. En fait, souvent un poste de travaux ne suffit pas, et donc en fait parce que il faut, deuxième appel à l'État, l'ADEME, je ne sais pas. Donc après, on a des gens et si en plus c'est pas vraiment porté au niveau du conseil syndical, si c'est juste une personne comme ça qui vient pour sa copro ou parce qu'il veut rénover, enfin faire des économies dans son appartement, c'est très compliqué, quoi. Donc il y a des choses à faire. Et quel serait le meilleur angle d'attaque justement? Est-ce que il faudrait qu'il y ait des vrais exemples qui ont fonctionné dans des copropriétés, qui sont allés au bout et pas forcément montrer que c'est simple, parce que c'est pas vraiment simple, ça serait un peu mentir, mais au moins dire voilà, ça se fait en fait, c'est telle étape, voilà, on a fait tant de travaux, c'était plus ambitieux, on a dû mettre finalement plus d'argent sur la table, mais les aides étaient plus intéressantes et finalement le reste à charge était moins important que
que si on avait fait que ça, sans avoir déclenché les aides, et forcément le confort est encore meilleur derrière. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire sur ce point-là, au niveau que ce soit local, national. Que ce soit ici ou dans le 79, on a une personne au CRER qui est vraiment dédiée à tous ces projets-là pour qu'ils les suivent dans le temps long, si besoin, qui assiste aux aux AG plutôt, pour présenter le projet, expliquer tout ça. Mais donc c'est pas toujours le cas partout, mais même comme ça, c'est quand même lourd, quoi. Ça simplifier les démarches, ça serait sympa. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive à la fin du temps. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser? Oui. Alors attendez, je vais carrément aborder le micro, ce sera plus simple. Oui, merci pour votre intervention. J'aurais une question sur la marque FAIRE, la marque France Rénov', puisqu'on voit que dans votre présentation, vous avez parlé du CRER et on le ressent, les espaces Conseil FAIRE souvent ont une identité propre au niveau local. Et comment est-ce que vous envisagez l'appropriation d'une marque nationale qui dans le changement de marque, qui a la volonté d'avoir une cohérence avec les dispositifs d'aide, MaPrimeRénov', etc. Et est-ce que vous pensez que s'il y avait une appropriation plus forte de France Rénov', de la marque du service public de la rénovation au niveau local, ça permettrait de mieux faire connaître vos espaces, ou est-ce que c'est pas forcément pertinent? Peut-être avec aussi des kits qui vous seraient fournis de communication, d'affichage, comme ça. Alors, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre pourquoi ici on s'appelle la plateforme Rochelaise de rénovation énergétique, pourquoi ailleurs on est un espace Conseil FAIRE. Il y en a, ils sont encore bloqués sur espace Info Énergie parce que ça fait pas si longtemps, et là on nous dit qu'on va en plus rechanger à nouveau. Ouais, je crois qu'il faut arrêter avec ça. Et en plus, à titre personnel, et aussi de certains collègues, faire, c'était pas très parlant non plus, quoi. C'est un mot assez lambda, et même quand on cherche ça sur Google, bon, on tombe pas forcément directement là-dessus, donc les gens ne comprenaient pas du tout ce que c'était. Et du coup, je pense que c'est bien de se l'approprier localement et de mettre des termes qui sont compréhensibles, et qu'on puisse faire une communication locale pour que vraiment les gens s'identifient et disent ah bah c'est là où je dois aller, du coup c'est clair, c'est vers ce point-là que je dois partir. C'est sûr que c'est intéressant qu'il y ait quand même une campagne nationale, ça va toucher plus de monde, mais il faudrait... C'est sûr que là, il y avait Espace Conseil FAIRE, mais on parlait aussi de plateforme de rénovation énergétique. Donc je trouve que c'est cohérent, par exemple, au niveau de La Rochelle, on soit resté là-dessus. Il y en a c'est des noms complètement différents, et donc forcément, ils ne vont pas repartir, quand ils sont engagés sur 3 ans de communication là-dessus, ils ne vont pas repartir sur quelque chose qui se rapproche de France Rénov'. Donc après, c'est pas mal que l'idée quand même de faire.fr était bien, parce que ça renvoyait vers une plateforme, et derrière, vous aviez, quand vous cherchiez, vous mettiez votre code postal, vous étiez remplacé vers votre plateforme locale. Il y avait le nom, mais c'est clair que ça aide pas trop. Quand on a des personnes qui vont là-dessus, donc faire.fr, qui se retrouvent à aller vers le CRER, ils comprennent pas trop pourquoi ça s'appelle CRER. Bon, ils finissent par avoir l'information, mais c'est clair que au niveau communication, c'est pas très 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 clair. Mais les aides financières, c'est pareil, hein, ça va un peu dans tous les sens, et on est là pour redire non, c'est pas si compliqué que ça, mais oui, peut-être un peu plus de cohérence, ça serait intéressant. J'ai pas vraiment de solution, je donne juste mon retour d'expérience. Oui, alors je réagis parce que avec ma casquette d'élu en Île-de-France, et effectivement, donc moi j'ai une casquette aussi de vice-président dans une communauté de communes en charge de la transition écologique. Et donc je travaille beaucoup et de près avec l'espace Info Énergie, dans notre Seine-et-Marne locale. Et l'espace Info Énergie est un lieu qui commence à être très très bien identifié par toutes les personnes
qui vous avez affaire, bien sûr, tous les particuliers, et avec une croissance exponentielle des demandes. Et en vous écoutant, la question que je voulais poser, effectivement, est-ce que vous allez remplacer ces espaces info-énergie? Donc je crois comprendre que oui, alors, même si ce n'est pas tout à fait encore organisé. Mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'il y ait un trou d'air, parce qu'on a mis du temps à ce que les particuliers comprennent qu'ils peuvent s'adresser à leur communauté de communes pour avoir des bonnes réponses à toutes les questions que vous avez soulevées et toutes les problématiques que vous résolvez tous les jours. Il ne faudrait pas qu'il y ait un trou d'air parce qu'on va changer de structure ou peut-être même de lieu, parce qu'en fait, vous n'êtes pas hébergé dans une communauté de communes. Vous avez une plateforme indépendante, un lieu. Comment vous recevez les gens? Alors, juste, c'est déjà le cas. Hein. Ça ne s'appelle plus Espace Info Énergie. Peut-être que certains territoires ont gardé le nom. Pas chez nous, voilà. Voilà, mais au niveau national, ça s'appelait auparavant Espace Info Énergie pour tout le monde, et maintenant, ça s'appelle Espace Conseil Faire. Et on peut aussi parler de plateforme de rénovation énergétique, mais ça va rechanger. Et donc nous, dans l'agglomération de La Rochelle, il y a vraiment un local dédié, mais il faut des moyens. Très clairement, ce n'est pas possible dans les petites communautés de communes. C'est sûr. Voilà, donc souvent, nous, ce qu'on propose, par exemple pour Cœur de Saintonge ou une autre communauté de communes, ou même l'île de Ré, c'est des permanences délocalisées où on propose des rendez-vous et on y va une fois par mois, c'est identifié, donc on se met dans les locaux des communes, ça peut être communauté de communes, la mairie, et on propose des rendez-vous physiques. Après, on est toujours là par téléphone, on reste disponible tous les jours, mais et ça c'est aussi particulier au CRER parce qu'on est beaucoup dans les petits espaces, c'est pas toujours possible d'être tout le temps disponible au téléphone, de proposer des permanences, c'est compliqué. Et donc ici, il y a un local dédié. Au CRER, on peut toujours recevoir les gens dans nos locaux, mais on est basé à côté de Niort, donc ça fait un peu sens pour ceux dans le 79, mais les plateformes qu'on a dans le 17, c'est pas très pratique, donc il vaut mieux qu'ils viennent dans les permanences. C'est le fonctionnement, et c'est un fonctionnement qu'on peut se permettre parce qu'on est une grosse structure, pas si grosse, mais quand même assez grosse pour ça. C'est pas le cas partout, et sur les noms, oui, voilà, c'est au niveau national que ça se joue, hein, ça bouge tout le temps. Oui, je me permets juste d'intervenir en tant que membre du consortium d'animation de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, pour préciser malgré tout quelque chose. C'est que cette dynamique qui a été mise en place sur La Rochelle avec la plateforme de la rénovation énergétique s'inscrit dans une dynamique de politique locale de transition énergétique qui a mis en place un dispositif, et ce dispositif a été confié dans son animation au CRER. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qui est mis à sa disposition, tout ce qui est gestion de l'ambition, etc., c'est une dynamique des pouvoirs publics locaux qui l'ont mis en place, le CRER agissant comme un opérateur auquel on a confié cette partie d'animation sur le territoire. Je pense qu'il est important de bien le signifier, puisque là, le CRER est en mission commandée, entre guillemets, par la collectivité pour mettre en place cela, en mettant effectivement des moyens tels que les locaux, comme vous le dites, le local qui est à côté de la gare, qui est, je dirais, le vaisseau amiral de la dynamique, mais également en mettant en place des antennes aujourd'hui qu'on essaie de développer dans les communes et dans les mairies, par exemple, où il y a 2 permanentes déjà, que je crois, qui ont été mises, ou 3, voilà, 4 même, 4 permanences. Mais je crois qu'il est important de bien le signifier, c'est-à-dire qu'on prend l'option, nous, d'essayer de se dire cette dynamique doit s'inscrire dans une dynamique complète de gestion de la transition énergétique et dans le cadre de notre La Rochelle Territoire Zéro Carbone, et que la plateforme de la rénovation énergétique est un des leviers qu'on va utiliser. Et effectivement, pour mener à bien ce levier, on a appuyé cette action en demandant au CRER de l'animer, parce qu'effectivement, je pense que c'est une des structures sur la région qui est reconnue par ses capacités de faire ce genre de mission. Mais on est vraiment dans une dynamique là de mission commandée de la communauté. Et je crois que on ne croit pas, nous, que sans une volonté politique affirmée très forte des collectivités dans ce genre de choses, on n'arrivera pas à massifier. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce sujet-là. Je voulais un peu apporter cette petite précision. On va prendre une dernière question et puis on continuera les échanges autour du buffet, si ça vous va. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je trouve que ça complétait bien aussi l'approche de Catherine Grand-Clément
la partie un peu institutionnelle et comment les gens se l'approprient et comment l'État peut s'en servir. Mais alors, moi, ça soulève à mes yeux quand même une grosse question au sujet de la massification. C'est comment vous voulez que les gens qui sont à la fin les clients de la rénovation s'y retrouvent, en fait. Hein, techniquement, c'est compliqué. Au niveau des noms, ça change. Même quand vous êtes représentant de quelque chose, en fait, non, c'est une initiative locale qui prend le dessus et qui introduit ses propres exigences. Les critères de calcul, les critères de performance, ils ne sont pas si clairs. Et la plupart du temps, les gens ne les comprennent pas. Les étiquettes, on fait comme si c'était linéaire. Hein, les flèches, elles bougent toujours de la même longueur. En fait, ce n'est pas linéaire du tout. Les sauts à passer sont énormes pour changer d'une étiquette à l'autre, parfois, plus petits d'autres fois. Les investissements qui sont derrière sont extrêmement lourds. Et du coup, moi, j'ai vraiment le sentiment que derrière tout ça, la chose qui n'existe pas, c'est finalement la demande, quoi. Il y a de la volonté politique, il y a des gens pour aider, il y a des solutions, il y a des entrepreneurs pour faire. Mais le seul truc qui n'existe pas là-dedans, c'est la demande. Et comment massifier une activité sur laquelle il y a zéro demande, quoi. Alors, moi, j'ai pas. Enfin, en ce moment, en tout cas, il y a de la demande. Oui, là, on en discutait hier avant de préparer, pour préparer cette table ronde. Mais effectivement, c'est un cas peut-être un cas particulier au niveau de La Rochelle, parce qu'effectivement, on est sur le lancement d'une plateforme où il y a de gros moyens qui sont mis en place. Après, même dans dans les autres départements. En fait, on se rend compte par rapport à d'autres plateformes qu'on a dans le 17, c'est dès qu'il y a de la communication, que les gens sont au courant, qu'ils peuvent être accompagnés gratuitement, de manière neutre, et du coup, ça réveille des besoins et des envies de travaux ou de rénovation énergétique. Donc, c'est pas forcément que ici. C'est dès qu'il y a une communication suffisamment importante, les gens sont là, en fait. Et que ce soit d'ailleurs au niveau local, ça marche bien au niveau local, mais même au niveau national. Quand il y avait eu beaucoup de communication en début d'année, c'est pareil, on avait eu des pics. Et après, il y a aussi, c'est saisonnier, hein, quand on approche on approche de l'hiver. Une bonne augmentation du coût de l'énergie, ça booste la demande quand même. C'est clair. Je pense qu'il y a quand même de la demande. Après, on va se poser la question du taux de transformation. Pour l'instant, on n'a pas encore trop de recul là-dessus et on n'a pas trop étudié le truc, mais ça va se poser à un moment. C'est pas parce qu'on a vu 2000 personnes que ces 2000 personnes vont faire 2000 postes de travaux. Donc on est en train d'étudier ça, de relancer les personnes pour voir justement est-ce qu'elles sont allées au bout et qu'est-ce qu'elles ont fait, et voir aussi l'impact qu'a la plateforme. Mais je pense qu'en tout cas en ce moment c'est le bon moment, il y a de la demande. Effectivement, peut-être que sur le long terme, moyen terme même, ça va pas être le cas, mais j'ai l'impression qu'en ce moment ça va. Bon, enfin, pour résumer, parce que voilà, il est l'heure, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut arrêter de changer de nom toutes les 5 minutes, hein, qu'il faut rendre cette rénovation un peu sexy. Et puis, si on pouvait donner des aides sans demander aux gens de payer avant, ce serait pas mal aussi. Bon, je caricature un petit peu, mais finalement, peut-être que c'est trois choses à creuser vraiment pour la suite. Je vous remercie, mesdames. C'était très intéressant. Et puis, on peut continuer les échanges autour du buffet. On se retrouve à 13h30.